C'était un bon vivant, il aimait la vie et c'était pour cette raison qu'il est venu aussi dans le football. Ce qui a fait avancer Claude Bèze, c'était la soif de vaincre. Il est un des rares présidents qui, quand il donne sa parole, ça vaut l'écrit. C'était un clanique. On était avec ou contre. Allez, dégagez-moi ça, tenez-vous. Barrez-vous. Il avait un côté un peu parrain, effectivement, et puis il en imposait, parce que même s'il n'était pas grand, il était assez costaud. Hein. Donc c'est vrai qu'il intimidait, et puis il n'avait peur de rien. Mais par contre, quand vous étiez avec lui, c'était à la vie, à la mort. Claude Bèze, le président des heures de gloire des Girondins de Bordeaux, est l'un des plus singuliers, excessifs et charismatiques dirigeants de l'histoire du football français. Les années 80 sont émaillées de ses coups d'éclat, comme en mars 1985, lorsque les Girondins se déplacent à Dniepropetrovsk pour un quart de finale de Coupe des clubs champions. À cette époque, le monde est encore divisé en deux blocs, l'Est et l'Ouest. La veille de la rencontre, les autorités soviétiques bloquent les Girondins à Kiev. L'URSS ne veut pas qu'un avion français atterrisse à Dniepropetrovsk, une zone militaire sous très haute surveillance. Bèze demande à l'interprète à parler au ministre des Sports, qui se déplace. Alors il disait, vous dites au ministre des Sports que c'est un imbécile, que c'est un abruti, et l'interprète ne pouvait pas répéter ça. Donc elle disait, le président Bèze, monsieur le ministre, n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Il y avait un incident diplomatique, c'était pas grave, ça remontait au ministre, il s'en foutait complet. C'était pas son problème. Son problème, c'est qu'il était français. Donc, il partait avec un avion français. Il a joué ce poker jusqu'à la dernière minute, et 3h30 avant le match, on a pu prendre l'avion. Au dernier moment, le brouillard s'était levé, et on a pu atterrir 1h30 avant le match. Nous allons atterrir. Sur le terrain, les Girondins se battent comme des morts de faim et offrent une série de tirs au but haletantes à leur président. Fernando Chalana marque le dernier pénalty. Bordeaux se qualifie pour la première demi-finale de Coupe d'Europe de son histoire. Et lui, en plus, il était dans les tribunes avec son béret basque au milieu de tous ces spectateurs avec la toque d'hiver en Russie. C'est l'honneur, la patrie, la République, c'est ça Bèze. C'est ça comme ça, et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Claude Bèze a pris la tête des Girondins 7 ans plus tôt. À 38 ans, il est déjà un chef d'entreprise respecté à Bordeaux, à la tête de l'un des plus importants cabinets d'expertise comptable de la ville. Un homme audacieux, fort en gueule, dont le père de Vincent Machenaud fut l'un des collaborateurs. C'était un véritable spécialiste de la finance, de l'expertise comptable. Et mon père me racontait qu'il était capable d'envoyer balader même les plus gros clients si jamais ça se passait mal. Il m'avait raconté qu'une fois, il était reçu par une énorme boîte française. Il avait rendez-vous, je ne sais plus, à 14h. Et à 14h30, la secrétaire vient de leur dire « Non, vous allez attendre ». Et ben, il était avec ses collaborateurs, il a sorti son paquet de cartes, il a commencé à jouer à la belote. Et quand la secrétaire est venue chercher « Monsieur le Président vous attend », dites-lui que j'ai pas fini ma partie de belote. Dès sa prise de fonction aux Girondins, Claude Bèze affirme ses ambitions à Jacques Chaban-Delmas, le maire omnipotent de Bordeaux. Il veut faire des Marinés Blancs le premier club français à remporter une Coupe d'Europe. Et il prévient l'homme politique. Ça vous coûtera cher. Le maire promet que la ville, la région, soutiendront le club. Mais tout doit se faire en transparence. Bèze l'impétueux réplique. Dans ce cas, ce sera plus cher. Les deux hommes unissent leur destin pour écrire la légende du club au scapulaire. Il voulait gagner. Il était fier. Sa fierté. La fierté de représenter Bordeaux, la fierté de représenter sa région. C'était un amoureux de sa région. Donc il était amoureux de son club, amoureux de sa ville. Et il va communiquer ça à ses joueurs. Et d'un coup, il n'aura pas de mercenaires chez lui. Il n'aura que des joueurs qui vont adhérer à sa philosophie. On ne mettait pas d'autre couleur que le bleu marine et le blanc. Donc cette forte identité, cette reconnaissance girondine, cette affirmation d'être les Girondins, voilà.
Le président recrute les meilleurs joueurs de l'époque à prix fort. Dominique Dropsy, Jean Tigana, Patrick Battiston, Marius Trésor, Bernard Lacombe. Le tout chapeauté par un jeune entraîneur, Aimé Jacquet. Nous, on est arrivés pour signer les contrats. La plupart des joueurs, on arrivait et on signait rien. Ils vous tapaient dans la main. C'était OK. Mais quand il a donné sa parole, jamais il ne trahissait sa parole. Jamais. Par contre, il fallait être droit avec lui. Il y a un joueur de chez nous, je ne me souviens plus lequel, il lui a demandé, président, on ne signe rien. Il a dit, non, tu as donné ta parole, moi aussi. Alors il dit, mais si un club arrive dans les 48 heures, les 72 heures, là, et puis qu'il demande, il me donne un peu plus, qu'est-ce que je fais? Il dit, ce que tu fais, tu dégages, tu n'as rien à faire chez moi. Avec ses méthodes, Claude Bèze séduit ses joueurs. Il était très protecteur. Ses joueurs, c'était ses joueurs. Il ne fallait pas y toucher. Il serait battu pour ses joueurs. Mais il fallait que ses joueurs se battent pour le maillot. Le maillot était plus important que le reste. La semaine, c'était rare quand il venait à l'entraînement. Très, très rare. Il venait une fois par mois et encore, je ne sais pas. On le voyait le jour des matchs. Et là, le jour des matchs, lorsqu'il arrivait, il rentrait, il tapait à la porte. Il demandait à Aimé Jacquet s'il pouvait rentrer. Et bien entendu, Aimé l'invitait à rentrer. Et il nous disait « Bonjour mes seigneurs, que tout se passe bien ». Et il repartait. Des rencontres brèves et précises. Et ce qui nous marquait toujours, c'est qu'à la fin des matchs, c'était son assez bien. Il disait jamais « c'est très bien », il disait « c'est assez bien ». Et c'était fini. Pour nous, c'était bonus. Ça veut dire que c'était très bien. Voilà. Mais comme il avait une forme de pudeur, jamais il annonçait qu'il était heureux et satisfait. Stoïque dans la victoire, le président Bèze a eu pourtant de nombreuses occasions de se réjouir. En 1984, les Girondins sont champions de France. La ville attendait ce titre depuis 44 ans. Bordeaux confirme l'année suivante avec un deuxième titre de champion, puis une Coupe de France en 1986. Et en 1987, les Girondins réalisent le seul doublé coupe-championnat de leur histoire et atteignent les demi-finales de Coupe des Coupes. Il était réservé. Il était, quand tout le monde sautait, criait, et il ne bougeait pas. Il était là. Il avait tout intériorisé. Il avait une certaine dignité, une certaine fierté. Peu démonstratif, le président Bèze est en revanche un bon vivant. Un épicurien capable de tous les excès qui aime partager les mets les plus fins avec ses proches. Il nous invitait souvent à dîner la veille des matchs de Coupe d'Europe et vous aviez sur la table chez lui, vous aviez une carafe qui était remplie de vin et à côté il y avait la bouteille et sur la bouteille c'était votre date de naissance. Donc il y avait la date de naissance de Thierry Géhardy, de Thierry Roland, de Jean-Michel Larquet et la mienne. Donc c'était classieux. Tout était opulent. Il était à l'image de ce qu'il était. Il était opulent. Mais avec une bonhomie où on lui pardonnait tout. Agréable avec ses amis, Bèze a la rancune tenace contre ceux qu'il estime être ses ennemis. Sa cible privilégiée, les journalistes trop critiques à son goût. Comme le 20 septembre 1984, quand il interdit l'accès au parc Lescure à une caméra d'Antenne 2. Non, pas de caméra. Pourquoi? Pour quelle raison je vous prie? Pas de caméra. Je suis citoyen français, je peux répondre à qui je veux et je peux ne pas répondre à qui je ne veux pas, surtout. Tout le monde dira. Oui. L'affaire 3 me plaît, je réponds. Antenne 2 ne me plaît pas, je ne réponds pas. Pourquoi? Je ne vais pas m'expliquer. L'image publique qu'il donne, c'est un facho de bas étage, l'image qu'il est. Évidemment, celle qu'il donne n'a rien à voir avec ce qu'il est, car c'est un humaniste, c'est un homme de parole, c'est un homme qui s'intéresse aux gens, qui est drôle dans la vie, mais très drôle. L'excessivité vient d'une chose qui est très simple, c'est qu'il n'avait peut-être pas tout à fait confiance en lui, il y avait des moments, donc il allait à l'extrême pour prouver qu'il avait raison. Il avait un petit défaut quand il parlait, c'est qu'il était bègue. J'imagine que ça a dû jouer. Il voulait peut-être montrer que c'était, au-delà de son bégaiement, que c'était quelqu'un qui était surtout déterminé, volontaire, qui n'avait peur de rien. Claude Bèze conquiert des titres
Sur le terrain, mais pas seulement. Il crée un magazine et une radio dédiée au club. Surtout, il investit dans un centre de formation. Le château du Haillan, le centre d'entraînement des Girondins, rivalise alors avec les plus grands clubs d'Europe. Mais le coup de maître du patron bordelais, c'est la commercialisation des droits du football français, qui profitera à tous les clubs de l'Hexagone. Les gens qui sont dans le football à l'heure actuelle ne mesurent pas à quel point ça a été le précurseur sur les droits de télévision. C'est lui qui les a inventés en disant Bordeaux joue tel jour, à telle heure. Et puis il a eu une lueur, il a dit ok, je joue chez moi, dans mon stade, avec mon public. La télévision veut venir, il n'y a pas de problème. Et bien à partir de maintenant, la télévision, elle va payer. Mais non, mais c'est pas possible, etc. Ça se fait pas. Non, on va payer. Et tant. Et il a gagné. Bèze réussit alors tout ce qu'il entreprend, même si des rumeurs circulent déjà sur ses méthodes peu orthodoxes. Bordeaux devient le club phare des années 80, quand un puissant homme d'affaires, coqueluche des médias, débarque dans le championnat de France, Bernard Tapie. Il reprend un Olympique de Marseille moribond, avec une ambition, lui redonner son lustre d'antan et détrôner Bordeaux. Tapie, quand il arrive quelque part, c'est pour gagner, c'est pour... voilà, et puis il ne s'embarrasse pas de méthode, quoi. Tapie a tout fait déjà pour lui piquer et ses joueurs et son environnement, pour essayer que son club, à lui, Marseille de l'époque, grandisse beaucoup plus vite également. Donc ça a été une guerre, ça a été la guerre des deux clubs de l'époque. Bernard Tapie ne supporte pas la mainmise de Claude Bèze sur le football français. Bèze n'aime pas la méthode Tapie, comme il le déclare au printemps 1990. Monsieur Tapie est un cancer pour le football. Cet homme, tout ce qu'il touche, il le pourrit. Avant lui, c'était propre. Tapie, c'est l'antithèse de Bèze. Tapie, c'est pas un homme de parole. Puis en plus, politiquement, à l'époque, il se disait plutôt de gauche. Il était, donc c'était l'antithèse de Claude Bèze. D'abord, il y en avait un qui était moustachu, petit, qui bégayait, qui était un peu Sancho Panza, ou le sergent Garcia plutôt. Et Bernard Tapie, qui était quand même un peu le playboy des affaires. Tapie, pour ça, il était fort pour le faire bégayer. Il l'embrayait à des réunions de la Ligue extraordinaires. Il se mettait à s'énerver, il n'en pouvait plus en placer une, et Tapie faisait que rire, se moquait de lui et tout. C'était pas bien d'ailleurs, mais enfin, c'était la guerre des chefs. Les rencontres Marseille-Bordeaux sont le théâtre de la rivalité exacerbée entre le poids lourd Bèze et le jeune coq Tapie. On parle du classico entre le PSG et Marseille maintenant. Je peux vous dire que les insultes, c'était pire et c'était beaucoup plus grave à cette époque-là, entre Claude Bèze et Bernard Tapie. C'était limite dangereux, c'était garde du corps, c'était officier de sécurité. Quand Bèze se déplaçait à Marseille, lui, Tapie, ne se déplaçait jamais à Bordeaux. Alors là-dessus, au moins, c'était clair. Il ne se déplaçait jamais. Sauf que Bèze, il avait ce côté inconscient, ce côté un peu Zorro, en disant « moi, j'y vais, j'ai peur de rien ». Le 14 avril 1990, à Marseille, Claude Bèze signe une énième provocation, alors que l'OM a pris sportivement l'ascendant sur Bordeaux. Le truculent président entre au stade Vélodrome dans sa Cadillac bleu nuit, immatriculée en Gironde. Sous les huées, Claude Bèze, de marbre, brave les crachats des supporters marseillais pour rejoindre sa place en tribune. On a l'impression que Bèze était en train de tourner une scène de Borsalino avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Donc il entretenait ce truc-là. Son grand plaisir, c'est d'exciter les foules. Alors d'exciter parfois pour donner du plaisir ou pour les mettre en colère, parce que bon, il avait peur de rien. La finalité, c'est que ça le faisait marrer. C'était un amusement. Bordeaux s'incline 2-0 et termine la saison deuxième à 2 points des Marseillais. Et 5 mois plus tard, Claude Bèze a moins le cœur à rire. Vous allez voir. Vous voulez des films? Vous voulez des films? Vous voulez des films? Vous voulez des films? Allez, dégagez-moi ça, Didier. Où es-tu? Barrez-vous, vous êtes barrez-vous, pourri que vous êtes. Pourri que vous êtes. Vous l'avez honte, vous l'avez honte. Arrêtez, monsieur Bèze.
Cela fait un mois que le président Bèze est au cœur d'une affaire judiciaire. Le fisc lui réclame l'équivalent de 2 300 000 €. Il est également poursuivi pour escroquerie dans le cadre du chantier de rénovation du château du Haillan. Il aurait favorisé des proches et surfacturé les coûts des travaux. Claude a fait des conneries. Mais les conneries, il les a faites pour sauver son club sans jamais s'enrichir. Jamais. À force de vouloir rivaliser avec les meilleurs, le club ne peut plus suivre. Il est fortement endetté, l'équivalent de 68 millions d'euros. La chute du sulfureux président est aussi brutale que son ascension. En novembre 1990, acculé, il démissionne de la présidence des Girondins de Bordeaux. 5 ans plus tard, pour la première fois de sa vie, Claude Bèze est à terre. Il est condamné à 2 ans de prison, dont 1 année avec sursis. Pour raison de santé, il sortira après 3 mois de détention, une cicatrice jamais refermée. J'ai été le voir en prison, on a passé 2 heures ensemble, il a pleuré, il était très émouvant et je savais qu'il n'avait pas volé de l'argent, il n'avait pas pris de l'argent pour lui. Il avait pris de l'argent ou il avait facilité des contrats pour ses copains. Mais Bèze était riche avant, donc il n'en avait pas besoin. C'est pas une fin très belle, c'est surtout pas une fin à la hauteur de ce qu'il avait conçu, de ce qu'il avait réalisé. La chute est triste. T'es victime de lui-même, victime de son excessivité. Quand on est dans le football, on a des périodes fastes, des périodes moins fastes. Il faut savoir faire le dos rond et ça, c'était pas dans sa conception de faire le dos rond. Il voulait pas montrer de faiblesse, jamais. Le 26 janvier 1999, Claude Bèze succombe à 58 ans d'une crise cardiaque. Sans fermer les yeux sur ses travers, Bordeaux retient les titres de ses 12 années de présidence. Le club navigue encore en termes de ce qu'il représente sur ce qu'il a bâti. Les gens l'aimaient, hein. Les gens jusqu'au bout l'ont aimé. Les gens ne se trompent pas sur les personnages. Ceux qui ont de l'amour, les gens les aiment.